Salut tout le monde, salut Médoc. Salut Thierry. Bienvenue dans le dernier Classé 18+ de cette saison, donc avant la pause estivale comme d'habitude. Ouais. Et voilà, donc évidemment on va faire un gros retour sur le 3. Donc les derniers plateaux dans le dernier 18+ étaient tournés là-bas, donc on vous a fait des petits comptes rendus live sur certains des titres, on a fait quelques choix. Là on va être nettement plus exhaustif et surtout on va pouvoir passer un maximum d'interviews, puisqu'on a profité de notre présence là-bas pour rencontrer un max de développeurs, pour leur poser plein de questions on espère pertinentes. Et puis on va voir ça tout de suite avec le sommaire, non ? Ouais. Un petit mot peut-être, un truc avant sur The Last of Us. The Last of Us, vous avez réagi pas mal sur les forums, donc sur ma critique. Et donc il y a plein de choses très intéressantes qui ont été dites. On n'a pas réagi nous sur les forums, mais sachez qu'on prépare un extra live, un petit peu spécial spoil consacré à The Last of Us. On reviendra un petit peu sur vos feedbacks, on expliquera un petit peu notre point de vue et on pourra vraiment cette fois-ci rentrer dans le détail. C'est un truc qui était frustrant avec la critique, c'est qu'on ne pouvait pas trop en dire. Donc par exemple, tout ce qui est comparaison avec Tomb Raider, certains d'entre vous trouvaient ces comparaisons non justifiées. En fait, elles sont totalement justifiées, mais si je les justifie, c'est du spoil, mais à l'échelle atomique. Et donc du coup, on expliquera tout ça dans un extra live qui sera également le tout dernier de la saison. Ouais. C'est un peu triste. Et puis non, mais on va profiter aussi surtout de cet extra live pour se faire plaisir en parlant d'un pur jeu, parce qu'après tout, c'est notre chaîne, c'est notre live. Ouais, c'est notre life, c'est clair, on passe notre temps sur la chaîne. Notre life, nos chaînes, nos lives, c'est notre chaîne, et on fait ce qu'on veut. Tout de suite, le sommaire. On commence ce Classé 18+ avec une interview d'un développeur ayant travaillé sur The Division, l'une des grosses annonces d'Ubisoft sur cette E3. Suivi d'une autre interview, mais cette fois-ci de Suda Goichi pour Killer is Dead. Juste après, on aura encore une interview E3, cette fois-ci consacrée à Wolfenstein The New Order. Juste après, on a encore une interview, mais cette fois-ci, c'est les mecs de Hotline Miami 2 Wrong Number. Des mecs carrément excellents. Et juste derrière, on aura enfin une interview consacrée au multijoueur de Watch Dogs qui nous a été présenté sur cette E3 à Los Angeles. Et puis on n'oublie pas les critiques dans ce Classé 18+, avec notamment la critique des derniers DLC de Borderlands 2. Après tout ce contenu 18+, le moment d'une petite pause avec 3 minutes pas plus pour parler d'un jeu 3+. Suivi du moment un petit peu showtime. Et on conclut avec la critique de State of Decay, mais tout de suite, les news. Révélé lors de la conférence Sony via la diffusion du trailer que vous voyez en ce moment, Mad Max a été présenté sur le stand Warner dans un espace fermé, inaccessible pour qui n'avait pas 30 à 45 minutes à sacrifier sur le salon pour faire la queue. Développé par le studio Avalanche, à qui l'on doit la série Open World Just Cause, Mad Max sera un jeu d'action open world, à la troisième personne, situé dans un monde post-apocalyptique bien évidemment, où les véhicules auront un rôle clé. Un peu comme le FPS Rage, d'id Software en fait, mais avec un monde ouvert nettement plus conséquent, qui aurait a priori une taille similaire à celui proposé dans Just Cause 2. Le jeu ne sera pas lié au film et Max ne sera pas incarné par Mel Gibson, le personnage présenté dans le trailer ayant même un accent américain et non un accent australien. Ce détail, considéré comme une trahison par de nombreux fans, ne fait que souligner le fait qu'il s'agit d'une histoire originale, basée sur la licence Mad Max et non les films de l'immense George Miller. Annoncé pour 2014 sur PC, les consoles actuelles et les prochaines, ce TPS sera uniquement jouable en solo. Il comportera des éléments liés au genre survival bien sûr, une voiture signature que l'on pourra s'approprier au fil de l'aventure via de nombreux upgrades, et les développeurs nous promettent que chaque joueur pourra s'approprier l'histoire racontée par ses choix et son style de jeu. Attention, regardez bien ces images. Attendez. Attendez. Attaque du chien. Ces images de Call of Duty Ghost, diffusées à l'occasion de l'E3, mettent en avant l'une des nouvelles armes du jeu, le chien. Ce dernier s'utilise un peu comme un missile radio-guidé, mais s'inscrit dans le tout nouveau contexte post-apocalyptique du jeu, où les joueurs évoluent dans une Amérique du Nord dévastée. On incarne donc un soldat de fortune, intégré à un petit groupe de combat, qui devra faire face à des forces ennemies beaucoup plus nombreuses et mieux équipées. D'où le chien, notre couteau suisse sur pattes. On peut par exemple activer une caméra sur le dos de ce dernier avant d'en prendre le contrôle pour aller repérer le terrain, mais pas seulement. Visiblement, il comprend plutôt bien l'anglais, puisqu'on peut lui demander, enfin nous demander vu qu'on le dirige, d'éliminer silencieusement un ennemi ou d'attirer l'attention en aboyant. Outre ces nouvelles mécaniques de jeu plutôt originales, on retrouve ce qui fait l'identité de la série Call of, avec des séquences de jeu visiblement très scriptées, une fluidité de tous les instants, des événements spectaculaires mis en scène en arrière-plan, comme ce bâtiment juché sur une corniche disparaissant dans le vide, et bien sûr les fameuses scènes de shoot au ralenti.
Une seconde séquence fut également présentée sur cette E3, sans chien cette fois-ci, où l'on pouvait découvrir un passage sous-marin. Visuellement, pas de souci, Infinity Ward n'a pas lésiné sur les détails pour créer un monde étonnamment vivant et varié. La variété a d'ailleurs toujours été l'une des forces de la série et ce nouveau volet ne déroge pas à la règle. Mais une nouvelle fois, c'est le multi qui distinguera ce Call of de ses prédécesseurs et il faudra encore attendre un peu avant d'en savoir plus sur les nouveautés de ce dernier. Clairement un peu en retrait sur cette E3, le prochain Splinter Cell n'en reste pas moins un titre current-gen que l'on attend avec impatience, tant l'épisode précédent, Conviction, nous avait séduit. Confronté à de nouvelles attaques terroristes, menaçant le sol américain et ses intérêts outre-Atlantique, Sam Fisher crée sa propre équipe, Echelon 4. Se déplaçant à l'intérieur du Paladin, un avion furtif blindé de gadgets techno, Sam disposera toujours de ses propres gadgets comme la caméra Glu, la caméra Serpent ou le couteau Karambit. Les développeurs d'Ubi Toronto nous promettent un focus sur la notion de choix. Plusieurs façons de jouer seront ainsi proposées, Fantôme, où l'on fait tout pour passer inaperçu, Assaut, où l'on défouraille dans tous les sens, et enfin Panthère, où l'on tue mais de la manière la plus efficace possible. La nouvelle interface de Blacklist, appelée ISM pour Interface Stratégique Mission, intègre toutes les infos liées aux missions en cours, y compris les missions dédiées au coop et au multijoueur. Une nouvelle fois, la frontière entre le solo, le coop et le multi est mise à mal, ce qui permet de fluidifier l'expérience de jeu. Les récompenses obtenues en cours de partie, déterminées en fonction de votre façon de jouer, ne seront pas liées à un mode de jeu particulier pour s'intégrer à l'expérience de jeu dans sa globalité. On notera également que les missions spécialement conçues pour le coop, au nombre de 14, seront jouables en écran splitté et devraient impacter sur le scénario de la campagne solo. En fait, Splinter Cell Blacklist a tout pour séduire. Une identité gameplay forte, des mécaniques de jeu originales et bien en place depuis Conviction, ayant inspiré de nombreux autres titres, comme le dernier Hitman Absolution, une rejouabilité importante, des modes de jeu variés intégrés à une interface nouvelle génération, le grand retour du mode multi Spice vs Mercs, un moteur graphique de qualité, bref, Blacklist fait envie. Le seul point réellement inquiétant touche à son scénario, que l'on espère ni trop manichéen, ni trop crétin. Car Splinter Cell Conviction nous avait déjà déçus sur ce point particulier, en n'osant jamais aller jusqu'au bout de son concept pour finalement proposer un blockbuster ultra grand public de plus. Sam Fisher n'est pas Jason Bourne, il n'en possède ni l'aura ni la profondeur psychologique. Et la concurrence risque d'être violente dans les années qui viennent, avec un Metal Gear Solid 5 qui promet énormément, mais alors, énormément. I think America can't find you. No need, General. We're coming to America. Si les Titanfall, The Crew, The Division et autres FF15 ont suscité beaucoup d'enthousiasme durant cette édition de l'E3, le trailer qui, selon nous, a le plus marqué reste très nettement celui de MGS5. Il est en effet difficile de faire plus galvanisant, plus kiffant, plus intense que ce dernier, avec ses musiques terriblement inspirées, cette mise en scène tout simplement parfaite, et cette manière si particulière qu'a Kojima Sensei d'introduire ses personnages. Ici, on traîne clairement dans des thématiques adultes, voire politiquement incorrectes, à l'image de la version extended de ce trailer, qui nous montre des scènes de torture difficilement soutenables. Mais du coup, cela permet d'installer sans ambiguïté le thème principal de cet épisode à venir, la vengeance. Les personnages et les situations montrées ici sont bien trop nombreux et impliquent bien trop de choses pour qu'on prenne le temps de décortiquer chaque mot, chaque phrase, chaque plan pour essayer de déterminer les différents enjeux. L'univers de Kojima est complexe, mais on accroche. En revanche, on peut se prononcer sur le Fox Engine, le nouveau moteur de Konami, qui pour le coup a l'air d'être complètement à la hauteur. Grâce à lui, MGS5 s'invite d'ailleurs dans la cour des jeux à caractère open world en proposant entre autres des cycles jour-nuit ainsi que de nombreux moyens de transport comme des chevaux ou des tanks. Des mécaniques qui vont un peu plus dans le sens de l'immersion et de l'infiltration, tout comme le CQC révisé et la capacité de Snake à se mouvoir de manière enfin naturelle. On sait bien que les trailers sont faits pour nous montrer des titres sous leurs angles les plus sexy et que parfois, les promesses ne sont pas forcément tenues. Mais là, on y croit, on est chaud, on est terriblement chaud. No greater good. No just cause. Sent us to hell, but we're going even deeper. Take back everything that we've lost. God, I'm already a demon. Run, boy, run. This
Techland avait fait sensation avec son premier trailer de Dead Island. Il avait quelque peu déçu par la suite, avec un titre qui n'allait pas au bout de ses idées et un deuxième épisode carrément honteux d'un point de vue technique. Mais le studio polonais semble s'être spécialisé dans les morts vivants et les infectés. C'est donc tout naturellement qu'il nous prépare Dying Light, un nouveau titre basé sur ce thème, avec toutefois un nouvel élément qui vient épicer l'ensemble, le parcours. Le trailer monté sur Run Boy Run de Woodkid est d'ailleurs relativement parlant. On a eu l'occasion d'y jouer et même de discuter avec l'équipe de développement, mais on attendra d'avoir un peu plus d'images et surtout du gameplay pour vous en parler plus longuement. Sachez juste qu'il y a des idées, bonnes pour la plupart, que techniquement ça a l'air de tenir la route et que la nuit, mieux vaut courir que se battre. Sur le salon, on a eu l'occasion d'assister à une présentation du FIF de Square Enix. On ne sait pas encore si le jeu sera vraiment estampillé 18+, mais on va tout de même en parler ici. La présentation nous montrait une partie des mécaniques liées à l'infiltration, ainsi que l'importance accordée à l'aspect discrétion. Il était question dans un premier temps de s'introduire et de voler un objet rare. La deuxième partie de la démo nous plaçait sur un énorme pont en flammes dont il fallait s'enfuir. Si l'ensemble avait l'air plutôt sexy, on attend d'en voir beaucoup plus, histoire de bien comprendre en quoi ce titre se distingue d'un Dishonored. For me, it's simple. It's a way of life. Le stand Square Enix, c'était également Murdered, Soul Suspect, un jeu d'aventure qui vous laisse enquêter sur votre propre mort. L'originalité vient ici de votre statut de spectre et de votre capacité à interagir avec les fantômes sur place, à posséder des corps ou même à traverser les parois et les obstacles. La démo qui nous a été faite nous montrait donc le détective Ronan O'Connor tentant de réassembler le puzzle de ses propres dernières minutes. Ici, il fallait faire preuve de logique et de sens de la déduction avec des phases de gameplay qui se rapprochent de ce qu'on a pu voir dans un testament de Sherlock Holmes par exemple. L'ensemble était encore une fois plutôt original, et le fait de traverser les murs pour se rendre d'une pièce à l'autre faisait systématiquement son petit effet. Bien évidemment, le jeu ne vous laissera pas enquêter pépère, et les spectres maléfiques, restés trop longtemps dans les limbes, viendront vous compliquer la tâche et ajouter une dimension stealth à l'ensemble. Pour le moment, notre standard en termes d'enquête dans la peau d'un fantôme reste évidemment l'excellent Ghost Trick, mais cette fusion entre Elle est Noire et le film Ghost pourrait peut-être avoir son mot à dire. Get back here! I said, get back here! Surprise, universe! It's me, Deadpool, Marvel anti-hero extraordinaire. Un petit mot sur Deadpool, qui est au jeu de super-héros, ce que Saints Row est au jeu open world, un gros délire faisant la part belle à la parodie. Ce dernier n'est toujours pas arrivé à la rédaction au moment où ces lignes sont écrites, du coup, nous ne pourrons pas en faire la critique. Mais on ne peut que vous encourager à être méfiant. Les premiers retours de la critique US sont plutôt négatifs et soulignent des carences gameplay conséquentes qu'un fanservice absolu ne suffit pas à cacher. Car si Saints Row est crétin et vulgaire, il n'a pas oublié d'être un bon jeu. Deadpool semble donc intégrer le catalogue seconde zone de la honte d'Activision. On a vraiment l'impression qu'il existe deux Activision. Acti Premium, qui propose Skylanders, Call of, Destiny et les titres Blizzard, et Acti Licence pour le pognon, qui ose sortir des jeux comme 007 Legends, Walking Dead Survival Instinct, Fast and Furious Showdown ou Family Guy Back to the Multiverse. Et malheureusement, tout laisse à penser que Deadpool intègre cette dernière catégorie. Smells like tacos. You like tacos, Wade? Deadpool, babes, mayhem!
Bang, bang, let the quest for booty begin! Cable, what is this mess? Oh, that's what she said! I didn't sign up for this. Silence, move! Bang! Deadpool, bang! Babes, mayhem! Could somebody get a microphone? Because this would be a perfect time to drop it! Présenté dans un petit coin du Convention Center, Payday 2 sortira durant l'été, au mois d'août, à un prix réduit, 40 € sur console et 30 sur PC. Ce FPS orienté coop se focalise sur les braquages et intègre un nouveau réseau CrimeNet, proposant des contrats de plus en plus difficiles, donnés par des personnages tels que Vlad l'Ukrainien, un politicien véreux se faisant appeler l'éléphant, ou le trafiquant de drogue sud-américain Hector. Chaque contrat se déroulera de façon dynamique afin qu'un braquage ne se déroule jamais de la même façon. Les joueurs pourront également choisir un set de compétences en se spécialisant dans l'un des 4 arbres de progression proposés. Sachant qu'au moment de créer son équipe de braqueurs, il sera nécessaire de s'assurer du bon équilibre de sa team. Et puis les masques feront bien sûr leur grand retour, avec la possibilité de les personnaliser. Vu la qualité du tout premier Payday, on attend énormément de cette suite. Initialement, Rise devait sortir sur Xbox 360 pour proposer un gameplay 100% Kinect. Depuis la conférence Microsoft de cette E3, on sait que le jeu Crytek sortira sur Xbox One et pourra également se jouer à l'aide de la manette. Le Kinect intégré à la Xbox One pourra néanmoins être mis à profit pour donner des ordres à ses troupes, de vive voix, histoire de se la jouer 300, ou pour accomplir certaines actions dans le jeu d'un simple mouvement, comme le fait de se protéger derrière son bouclier. On y a joué avec une manette. Et pour le moment, c'est pas ça. Le jeu est magnifique, le CryEngine donnant réellement sa pleine mesure sur Xbox One, mais le gameplay était extrêmement dirigiste avec beaucoup de QTE et des scripts dans tous les sens. Les combats étaient également très mous. En l'état, Rise est loin de proposer un système de combat aussi dynamique que celui d'un God of War. Plus stratégique, certes, ce dernier mettait en scène de superbes séquences, une nouvelle fois scriptées, où l'on faisait bloc avec ses troupes pour adopter des formations offensives ou défensives. Un jeu cinématique donc, brutal, sanglant, visuellement impactant, mais qui laisse peu d'opportunités aux joueurs de s'exprimer librement. On nous a néanmoins assuré que la version présentée était loin d'être finale, et la présence d'un mode multijoueur permettant de jouer les gladiateurs au cœur du Colisée est quelque part rassurante. Dead Rising 3 fut présenté lors de la conférence Microsoft et sortira d'abord sur Xbox One en novembre prochain. Une exclue sans doute temporaire, bien plus attrayante qu'on aurait pu le croire. Dead Rising 3 n'a en effet plus grand chose à voir avec ses prédécesseurs, qui souffraient de carences techniques énormes, comme des temps de chargement insupportables. Ce jeu d'action-survie propose un monde ouvert, une compatibilité Xbox Smart Glass afin d'accéder à des fonctionnalités et du contenu bonus, et une intégration surprenante du capteur Kinect. Les zombies réagiraient ainsi au bruit de votre salon, d'où une immersion encore inédite dans ce type de jeu. Les développeurs assurent avoir retravaillé l'IA des zombies pour les rendre bien plus dangereux, ce que confirmaient les images spectaculaires de la démo E3. Situé 10 ans après Dead Rising 2, Dead Rising 3 se déroule dans la ville de Los Perdidos et vous place dans la peau d'un nouveau héros, le mécano Nick Ramos. Survivant à gérer, armes à upgrader et recréer, véhicules, rythme frénétique, gameplay sandbox, ce titre pourrait s'avérer être l'un des atouts majeurs de Microsoft pour imposer sa Xbox One.
Après toutes ces news E3, il est temps maintenant de passer aux interviews. Donc évidemment, on a fait un max d'interviews sur le salon. On va pas tout passer là aujourd'hui parce que vraiment on aura une émission qui aurait fait 2h30. Donc on a quand même fait une sélection des titres un petit peu les plus attendus ou au moins des jeux sur lesquels on avait tout simplement le plus d'images. Donc on va commencer avec un titre, The Division, qui était la grosse annonce d'Ubisoft sur ce salon. Donc il y a un autre jeu qui est annoncé, une nouvelle IP, c'était The Crew. Donc The Crew, on en a parlé dans 100% de Canard Reportage. Là on est dans du pur 18+, il s'agit d'un jeu qui s'inscrit dans l'univers Tom Clancy, avec cette fois-ci un côté post-apocalyptique, plutôt abouti, avec des gadgets qui vont bien dans la licence Tom Clancy. Mais on en parle dans le reportage, mais on va quand même dire 2-3 petits mots. Donc Tom Clancy, c'est plutôt tu connais un petit peu, je sais pas si t'as déjà lu ses bouquins. Non, j'ai pas lu, mais... J'en ai lu quelques-uns, donc c'est le personnage de Jack Ryan. En général, le mec, en fait, est confronté à des catastrophes potentielles, mais son taf, en règle générale, c'est qu'il arrête les catastrophes. Là, c'est trop tard. La catastrophe a déjà eu lieu, donc vous êtes plongé dans un monde qui est complètement ravagé, et ce monde, en l'occurrence, c'est New York. On va voir ça tout de suite avec l'interview. Avec The Division, Ubi nous a refait le coup de l'E3 dernier. À la toute fin de sa conférence, l'éditeur français a présenté un tout nouveau titre, dédié cette fois-ci à la PS4 et à la Xbox One, via un trailer posant le contexte du jeu, suivi d'une démo live. Et là, il faut avouer que la présentation était impressionnante. The Division est situé dans l'univers Tom Clancy et il a été développé par le studio suédois Massive Entertainment, responsable du multi de Far Cry 3 et du RTS World in Conflict. Tom Clancy's The Division is an online open-world RPG, or role-playing game, in third person. We're set in near-future New York, but a New York that's been thrown into chaos. Deadly virus has been released on the city, so hundreds of thousands of people are sick, and we're starting to, the systems are starting to break down. So food, supply, water, power are all failing, and that's the world that the players enter. And what you play in the game is an agent of the Division, which is a new Tom Clancy unit, which was trained to respond to just this type of scenario, a catastrophe response scenario. And what you'll be doing in the game when you first start is basically all focused around the disease itself, the virus, kind of finding out the story behind that and what happened. Inspiré par le roman de Tom Clancy, Danger immédiat, l'histoire de The Division met en scène la fragilité de notre société et la vitesse à laquelle elle pourrait s'écrouler. Dans un monde où tout est connecté, les réactions en chaîne provoquées par un simple événement, comme la propagation d'un virus façonné par l'homme, seraient à même de paralyser des nations entières. Mais contrairement au roman de Tom Clancy, où les héros tentent d'empêcher une catastrophe, celle-ci s'est déjà produite dans le jeu. Présenté comme un action RPG situé dans un monde ouvert persistant, The Division intègre bien évidemment une forte dimension multijoueur. Right now, it's 1 to 4 player co-op. Plus, I don't know if you saw our demo, but we have a great companion application or a tablet application. So it's 1 to 4 plus companion drone. So it's a full group. All right, I need to hop out. I'll see you guys later, though. See you later. But there are many areas in the world where you'll see a multitude of other players. Hey guys, what's up? Le drone contrôlé à l'aide de sa tablette ou de son smartphone fonctionnera comme un personnage à part entière. Il pourra donc progresser et obtenir des compétences et upgrades en cours de partie et pourra interagir en temps réel avec le groupe de joueurs présents sur le terrain. So you can join groups, you can scout a little bit for the group, you can help them in combat, and it's all going to be free to play, so we can try to expose as many players as possible to the world of the Division. Bien sûr, ce New York dévasté sera peuplé de survivants, aux intentions pas toujours très nettes, un ressort classique des univers post-pandémiques, post-apocalyptiques. Enemies in the game kind of are we call them factions. So these are groups of people that have, in the 3 weeks that have passed, have kind of banded together in certain areas of New York. So a gang, you know, a mafia, those type of things. Some of them are hostile to the players, some are neutral. They're just trying to survive in this New York. And there's one big friendly faction, which is the remainder of some military, FEMA, law enforcement. That's the Division's faction, the friendly faction. So. Whoa, it's another group of players. Brace for PvP. You guys ready? Le jeu intégrera une dimension PvP développée, les actions du joueur en tant qu'agent de The Division pouvant impacter de façon persistante le monde qui l'entoure. Des serveurs dédiés seront mis en place, mais ces derniers ne seront pas zonés, c'est-à-dire que des joueurs de tout pays pourront jouer ensemble. The
thing I'm most excited about, I would say, for the game is how we're going to handle player versus player or PvP content. We don't want to separate it out of the core experience for the game, where a lot of games do a multiplayer and a single player path. The PvP in The Division is part of the main game experience, so it's where you'll see other players out in the world. It's a dangerous place out in New York, and we're not going into the details of how we're doing that, but I'm really excited for that element. Visuellement magnifique, The Division exploite un tout nouveau moteur 3D appelé Snowdrop qui a été développé tout spécialement pour ce projet et les consoles à venir, soit la PS4 et la Xbox One. L'objectif de l'équipe est de proposer un titre tournant à 60 images par seconde. Mais la démo présentée intégrait également des gadgets séduisants comme la Smartwatch, la montre du futur, qui permet de communiquer avec d'autres agents, d'afficher une carte en réalité augmentée et de scanner le terrain à l'aide d'une espèce de pulsation. One of the great things about working in Sweden is our UI team is incredible, and we really want to push contemporary UI and push it out into the world. Augmented reality is a big part of the game, and we're really proud of where we're going with the UI. I think it's all functional, but it looks really, really clean and really, really nice. Pour un RPG, la qualité de l'interface utilisateur est primordiale. Il sera ainsi possible de développer et de choisir les compétences de son personnage en fonction de son arme de prédilection, mais aussi du groupe de joueurs que l'on rejoint. La Smartwatch elle-même sera bien entendu susceptible d'être améliorée au fil d'une aventure qui posséderait une durée de vie quasi infinie. The Division est un titre très ambitieux, en développement depuis de nombreuses années, qui devrait sortir court en 2014 sur PS4 et Xbox One. What will it take to save what remains? Alors The Division, Thierry, moi il m'avait avant tout stimulé dans son annonce parce qu'il est marqué online, RPG, persistant, open world, ça, la totale. open world, donc j'étais sur console. Oui, sur console. Ouais. Donc je suis chaud. Maintenant, faut voir le truc parce que j'ai l'impression que maintenant on est vraiment arrivé au stade, même si ça fait plusieurs années maintenant que ça dure, on est vraiment arrivé au stade où tu peux mettre RPG un petit peu partout. Hein. Dès qu'il y a une notion d'évolution dans quelque chose, tu peux mettre RPG. Mais en tout cas, rien que visuellement, le truc m'avait mis sur le cul. Vous avez vu comme nous les images pendant la conférence, avec des petits détails, et notamment un qui a été capturé, qui a été mis en gif, du mec quand il passe à côté et quand il est caché derrière une voiture de flic ou une connerie comme ça, qui passe et puis qui referme la porte. C'est marrant. Manière c'est naturelle. un truc qui m'avait marqué. C'est un truc qui m'a marqué, et pendant ce temps-là, on était en train de le canarder et tu voyais les impacts des balles sur les vitres qui étaient juste hallucinants de réalisme. C'est le genre de truc qui me fait dire ok, les mecs ont bossé là-dessus. Pour moi, c'est carrément le genre de truc qui te fait basculer dans la next-gen. Ouais. On a très souvent vu des jeux, par exemple les premières images de Killzone, c'était certes beau, les décors étaient magnifiques, les textures étaient magnifiques, genre, il y avait un champ de vision qui était ultra profond, etc. Mais tous les NPC, les personnages, etc. bougeaient comme d'habitude. Bougeaient comme sur PS3, comme sur 360. Donc c'était un peu rigide, c'était un peu jeu vidéo. Et là, on arrive à un niveau de détail dans l'animation et dans le comportement des personnages au sein de leur environnement qui est vraiment épatant. Donc on a déjà des jeux qui ont poussé le truc très loin en termes d'animation contextuelle, avec par exemple The Last of Us, tout simplement les jeux Naughty Dog, ils sont très forts là-dessus. Et donc on se dit, genre avec la prochaine génération, tout le monde va un peu pouvoir s'y mettre, et ce qui va encore renforcer notre degré d'immersion. Et j'espère qu'on va arriver à un niveau où ça deviendra standard. Ouais. C'est-à-dire que si t'es pas au courant qu'il y a un mur juste à ta droite et que tu t'appuies pas c'est que ton jeu tu l'as bâclé. Et donc c'est bien ça, ils installent des nouveaux standards, ils mettent la barre de plus en plus haut, et je trouve ça agréable. Maintenant Thierry, on va parler d'un jeu qui sort sur cette génération de consoles. Tout à fait, c'est Killer is Dead, et j'ai eu la chance de discuter un petit peu avec Suda Goichi. Ça s'est fait à l'arrache. Ça s'est fait à l'arrache, c'est l'E3, c'est l'arrache, donc on l'a couru. Et puis on l'a chopé au dernier moment, Gomen Nasai, désolé, tout ça. Mais une fois qu'on lui a dit qu'on était No Life, il était content parce qu'on se connaît. Donc on va regarder ça, il va nous parler de son jeu, ça a l'air de tuer. Parce que No Life c'est la transparence, on ne va pas vous cacher que Suda Goichi fait partie de ces personnalités du jeu vidéo que nous apprécions particulièrement. Faut dire qu'on se connaît un peu. No Life no mina genki.
Vous avez par exemple pu l'entendre ou le découvrir à plusieurs reprises sur la chaîne, à travers plusieurs interviews, mais aussi un documentaire sur lui qui mettait également en avant son studio, grâce au Pearl Manufacture. Présent lors de cette E3 pour Killer is Dead, Suda Goichi a accepté de répondre à nos questions dans une ambiance plutôt tranquille, à commencer par le setup de sa nouvelle production. まず今回、キラーイズ Z の主人公モンド・ザッパですね。彼は、処刑人です。で、アメリカの政府の下部組織に勤めている、処刑人なので、要はパッションじゃなくて、仕事で公務で殺しをします。暗殺、処刑をします。で、彼の仲間、ブライアン処刑事務所にはメンバーが4人いて、まずモンド、それから所長のブライアン、彼は体の半分が機械になってます。そして上司のビビアン、彼女すごい戦闘力を持ってます。ゲーム中ですね、背中からたくさんの手が生えて、そこでたくさんの銃を撃ちます。そして、後輩のミカ、可愛い女の子なんですけども、モンドをすごくヘルプする役割ですね。モンドが危機に陥った時、死ぬかもしれない時に助けに来てくれます。そんな4人のメンバーが中心となって、世界中に潜む裏側ですね、現実に見えない裏側にいる、テロリストだったりとか極悪人、彼らを処刑しに行くのが彼らのミッションなんですね。La démonstration faite juste avant l'interview nous laissait entrevoir l'originalité et le décalage dans lequel s'inscrit Killer is Dead, avec ses affrontements de boss à moto contre un tigre monté, ses combos hallucinants d'esthétisme et cette violence exagérée caractéristique des productions du créateur japonais. Aussi bien visuellement que dans l'esprit, il est difficile de ne pas penser aux précédents travaux de Suda Goichi comme Killer 7 ou encore No More Heroes lorsqu'on regarde Killer is Dead. Une ressemblance évidemment relevée par tous et dont Suda est conscient. そうですね、すごく精神的な部分、フィロソフィーのところがすごく似てるというのはありますし、うちが得意としているスラッシャーアクションゲームなんですね。で、主人公も、殺し屋、処刑人というところの共通項も多いと思います。ただHD 機で出す全く新しい新作なので、そこはなんていうかモンドというキャラクター、それから、それを取り巻く仲間のメンバー、それから登場する敵たち、非常に濃いキャラクターが揃ってますので、すごく近いとは思うんですが、ノーマーのファンの皆さん遊んでほしいですし、また HD 機で作った最高のグラフィック、他のゲームじゃ体験できないようなアートワークができたと思います。Le jeu possède en effet sa propre identité, même si l'on retrouve un mec ultra stylé qui tranche des gens avec une arme blanche. On peut alors se demander quel est le processus créatif de Suda Goichi lorsqu'il s'attaque à un nouveau projet. 企画出身っていうのがあるんですね。この業界に入った時に企画屋出身だったもんですから、新しい企画を考えるということが、自分にとっての一番の職務だったっていうのがあります。なので、新しいイメージだから、なんとか自分の影響を受けたものというもの、それがなんていうのかな、体の中に入って一回血となったもの、それをアウトプットするのが、僕が企画を考える時にいつも考えてることですね。そういった部分から発想したものが一つの作品にこう形としてどんどん硬くなっていく、塊として出来上がってくる、いつもそんな感じで、つい頭の中でいつも常にこう考えてる、その習慣になってます。Se pointer avec un nouveau titre implique de trouver de nouvelles mécaniques de gameplay, et si possible, des cools. C'est ainsi que Killer is Dead propose un système de combo original qui pousse le joueur à exécuter l'enchaînement le plus long possible, comme nous l'explique Shin Hideyuki, le directeur du jeu. 基本的なアクションはコンボをつなげていって、どんどん攻撃力とかスピードとか血液の吸収量が上がっていくっていうのがベーシックなシステムになってるんですけれども、このキットに関してはちょっと特殊な要素が入ってまして、ファイナルジャッジメントっていうものが入ってます。それは何かって言いますと、コンボをつなげて最大のコンボ値になった時にとどめを刺す時があるんですけど、それを4つのアクション、4つの処刑の中から選択して、処刑タイプを選べるっていうのがあります。Visuellement sexy, agréable en main et bénéficiant d'un univers et de personnages définitivement stylés, Killer is Dead devrait sortir sur les consoles HD actuelles en août prochain. On remercie évidemment Suda Goichi et son équipe d'avoir pris le temps de nous en dire un peu plus sur le jeu, et on vous invite à suivre la critique très certainement diffusée dans le classé 18+ de la rentrée.
Alors voilà Thierry pour Killer is Dead, donc j'ai kiffé discuter avec Futaguchi et j'ai envie, comme pour tous ces autres jeux en fait, j'ai envie de passer du temps sur celui-là qui sort cet été. Ouais, il sort au mois d'août normalement, donc on n'a pas de date de sortie extrêmement précise pour le moment, mais en tout cas c'est prévu pour le mois d'août. Surtout pour le petit délire, donc on va en parler à la rentrée celui-là j'imagine. Complètement, il devrait être dans le premier classique du plus de la saison de la reprise. Ouais, et il y a le petit délire gigolo que j'aime bien. Ouais, c'est ça, ça me surprend pas des masses. Donc, et ils savent faire ce fanservice inspiré qui est jamais... évidemment, c'est racoleur, c'est du fanservice, mais tu as tout un univers qui est trimballé avec ces petites références, avec ces petits délires, qui tient à toute la littérature pulp et à toute une sorte des BD un petit peu comics, etc. Et c'est vraiment très marrant et très bien mis en place. On avait déjà vu ça avec les One More Heroes, qui était juste excellentissime. Donc là, avec un petit upgrade en termes de réalisation, ça va pouvoir gravement le faire. Si le gameplay suit, ça va juste être magnifique. Carrément. On va enchaîner maintenant avec un autre jeu dans un style différent, mais qui sortira également sur les consoles de cette génération et a priori plus tard sur PS4 et Xbox One. Il s'agit de Wolfenstein The New Order, qui est un FPS très rétro, avec juste un petit détail, une petite déception. Donc il ne sera que solo. Donc ça, c'est une décision qui est un peu surprenante. C'était déjà le cas, il utilise le moteur Hit 5, donc le moteur qui a été utilisé sur Rage. Et déjà, Rage ne proposait pas de mode multi à part entière. Tu avais du multi, mais c'était du multi dans les caisses. Tu n'avais pas du multi FPS classique. Donc visiblement, il y a peut-être un problème avec ce moteur-là et le multi. Donc une nouvelle fois, il sera que solo, mais de ce qu'on a vu aujourd'hui, on a pu le prendre en main en fait une grosse dizaine de minutes et c'était quand même magnifique, c'était top. Là pour le coup, on avait reproché vachement à Rage. Rage, ça reste pour moi un des jeux les plus beaux de sa génération, bon, évidemment sur Xbox et sur les consoles de cette génération. Mais il y avait un souci, c'est que les décors n'étaient pas destructibles. Donc du coup, tu avais vraiment l'impression d'un environnement extrêmement figé. Donc tu avais une chaise qui était sur le sol, tu pouvais même pas la bouger, enfin c'était un peu bizarre. Là, c'était plus le cas. On va voir maintenant, on aura beaucoup plus de détails avec l'interview qui suit maintenant. Pour nous parler de Wolfenstein The New Order, nous avons rencontré Thomas Björk, qui travaille pour le studio Machine Games en tant que designer narratif. Ce qui signifie qu'il s'occupe de développer l'histoire, mais aussi ses personnages et ses dialogues, en collaboration avec le directeur créatif. Et oui, Wolfenstein The New Order possède bel et bien un scénario, plutôt développé même. So what we wanted to do with this Wolfenstein New Order was to go back to the old Wolfenstein 3D game and go back to the core experience of what that was, which started the entire first-person genre. And we want to take it into a new direction from there. So we've got an alternate history timeline. It's set in the 1960s, but the Nazis won the war using some type of mysterious advanced technology. And so you play BJ Blazkowicz, the hero from the old games. Oui, le même BJ incarné dans Wolfenstein 3D, mais aussi dans le jeu d'aventure-action Castle Wolfenstein, sorti en 1981. C'est ce qui s'appelle un retour aux sources. And we wanted to stay true to the spirit of that character and sort of still have him as this 80s action hero, this muscle-bound, ass-kicking, Nazi-killing grunt, you know. But now he's thrown into a world where he doesn't know what the hell is going on because he sustained an injury during the war, which put him into a coma. So he hasn't been around for the entire time when the Nazis took over. Les développeurs ont donc créé une histoire forte autour d'un personnage aussi paumé que le joueur qui tente de retrouver ses marques dans un monde qui ne lui appartient plus. Ceci dit, pour avoir pris en main le jeu quelques dizaines de minutes, il est évident que l'équipe s'est amusée à écrire des répliques bien senties, fleurant bon le FPS rétro à la Duke Nukem 3D. Il faut dire que ce Wolfenstein The New Order, développé à l'aide du moteur Hit 5, déjà utilisé sur Rage, fait l'impasse sur le multijoueur pour ne proposer qu'une aventure solo. Les développeurs insistent donc sur le fait que leur jeu sera très riche. We have a lot of exploration, just like in the old Wolf 3D games, you know, when you press the spacebar on a wall in the castle and you find this hidden room. We have a lot of that, and you can upgrade weapons and stuff like that. On peut a priori faire confiance au studio Machine Games pour nous offrir un FPS bien péchu, avec des armes délirantes, un personnage charismatique et un contexte de jeu très travaillé. Après tout, ce studio est composé d'anciens membres de Starbreeze ayant travaillé sur des FPS tels que The Darkness et la série des Chroniques de Riddick. Notre petite session de jeu sur le stand fermé de Bethesda nous a en tout cas donné envie d'en voir plus, beaucoup plus.
Donc Wolfenstein, normalement, comme pour Killer is Dead, on devrait pouvoir en parler dans le premier Classic du Plus de septembre. Donc on va pas s'attarder dessus, on va passer directement à la prochaine interview qui sera consacrée à Hotline Miami 2, donc la suite de Hotline Miami, l'excellent Hotline Miami. Ouais, t'as kiffé. Ah mais à mort, et je suis pas le seul d'ailleurs, avec des musiques magnifiques, des graphismes rétro, un gameplay ultra violent, mais ultra speed, ultra dynamique, et avec un... Dès que tu meurs, tu recommences ta partie immédiatement, t'enchaînes, le tout avec un gros délire hallucinogène où tu diriges un personnage qui sait plus où il est, qui sait plus ce qu'il fait, bon, en tout cas il massacre tout le monde, et donc c'était ultra fun. Et donc avec en plus, il est sorti à peu près en même temps, enfin en tout cas en plein buzz, et le buzz qui a suivi la sortie de Drive au cinéma, un film que j'adore également, et donc le jeu est tombé parfaitement bien, tu vois, au bon moment. Et donc ils avaient l'intention de développer un DLC pour le jeu, ce DLC est devenu une suite qui est pas uniquement une suite, c'est aussi une préquelle. On va voir ça tout de suite avec l'interview. L'éditeur Devolver Digital possédait plusieurs caravanes sur le parking situé en face du Convention Center, abritant chacune une poignée de développeurs indie et un jeu. Shadow Warrior dans l'une d'elles, Hotline Miami 2 dans l'autre. Nous reviendrons sur Shadow Warrior à la rentrée, mais là, on va s'intéresser à la suite de l'excellent shooter vu de dessus, le sanglant et poisseux Hotline Miami, qui vient d'ailleurs tout juste de sortir en téléchargement sur PS3 et PS Vita. Hotline Miami 2, le DLC devenu une suite à part entière, nous a été présenté par Dennis, le graphiste suédois qui a travaillé avec Jonathan Söderström sur le premier jeu ainsi que sa suite. I've been doing games for I think a year and a half, together with Jonathan, and he's been doing games for like 8 years. And we met through his brother and started talking about doing a game for my band. So we did that one, a free game, and it was so much fun, so we kept on doing it. And yeah, now we're doing a sequel to Hotline Miami. Mais avant de s'intéresser à cette suite, revenons un instant sur les origines du premier Hotline Miami. Jonathan had made a bunch of prototypes for game. He's been doing a lot of freeware games, and so we were watching through the games that he'd never finished, and we came across a top-down shooter that he called Super Carnage that was just running around killing people, and I thought it was really fun. So I said, like, try to do something with this, maybe a small game. So I went home and redid all the graphics and did new sprites, and we started building on it, just thinking it's gonna be like 6 levels or something, and a bunch of friends played it, and they sent it to Devolver Digital, the publishers, and they contacted us and said, like, we want to release this game and let's make a big game out of it. So we started incorporating story and more levels and stuff like that. Les références diverses proviennent essentiellement du cinéma, les deux développeurs s'étant inspirés de Drive, Kick-Ass ou du cinéma de David Lynch en général. Hotline Miami 2 conserve la patte graphique unique du jeu originel, mais proposera plus de personnages, plus d'armes, plus de gore. But we also wanted to try to tell a different story and try to evoke different emotions than just being disgust or feeling like awesome when you finish a stage. So we wanted to incorporate a bit of sadness into it because this is the final game, like this is the grand finale. Afin d'obtenir les émotions recherchées, les développeurs ont donc décidé d'ajouter de nouveaux personnages, parmi lesquels on trouve un groupe de fans ultra violents et jaloux du prestige médiatique obtenu par l'anti-héros du premier Hotline Miami. So the fans are a bunch of wannabe guys that kind of wanted to be part of the vigilante movement of the first game, but missed it because Jacket, he killed all the mafia guys, so there was no reason for the janitors to keep calling people. But they are wearing masks, driving around, beating up thugs, hopefully getting enough media attention, so one day they will get that phone call and be part of this thing that they really love. Mais ces fans représentent aussi une certaine catégorie de joueurs. In a way, they symbolize as people that want Hotline Miami 2 to be exactly as Hotline Miami 1, which it will be in a way, but we don't want to make the same game one more time, so it's gonna be different, and yeah. Une suite 1.5 donc, mais pas seulement. Hotline Miami 2 étant aussi présenté comme une préquelle. Yeah, some of the events in the game will take place after the first game, so the fans, for example, it's taking place afterwards, and we will give some backstory to some characters from the first game. En tout, Hotline Miami 2 devrait proposer une vingtaine de chapitres via une narration syncopée et des transitions différentes selon les personnages incarnés qui posséderont une arme de prédilection et des styles différents. Les décors seront aussi plus soignés, moins génériques, pour raconter eux-mêmes une histoire qui sera une nouvelle fois bien tordue pour plonger les joueurs dans une espèce de tourbillon de violence incontrôlée, âpre, hallucinatoire. On va maintenant laisser le mot de la fin à Dennis sur un aspect essentiel du jeu, sa bande-son.
we have a lot of artists that was in the first game, like Perturbator and Jasper, and Moon has one track in it. But there's also a lot of new artists that we either found by our own or have contacted us after the first game and being like, I make music, it's kind of Hotline Miami maybe, just check it out, see if you like it, and found some really good tracks that way. So it's nice. We love the whole like community feeling to it, that we give them exposure by having them in our game, and they give us awesome tracks which we couldn't do by ourselves. You have reached the wrong number. Comme on l'a précisé brièvement durant cette petite interview, donc le Hotline Miami, lui, est sorti sur PC, Mac et Linux. Si vous n'avez pas de PC de Mac ou si vous n'avez pas de PC ni de Mac, vous pouvez y jouer sur PS Vita et sur PS3. Et oui, le jeu est sorti, a été adapté. On a pu l'essayer également à l'E3 et ça marchait très bien sur l'écran de la PS Vita, c'est juste magnifique. Donc bah voilà, si vous avez une PlayStation, que ce soit une console de salon ou la console portable, allez-y, essayez-le, ça vaut le coup. On va maintenant passer à une autre interview. Cette fois-ci, on revient encore, me direz-vous, sur Watch Dogs, mais c'est totalement justifié puisqu'on va aborder un truc qui était resté un petit peu dans le flou jusqu'à maintenant, le multijoueur. Tout de suite, interview. Mad Mile. Be on alert. Oui, on a déjà beaucoup parlé de Watch Dogs, le jeu événement de l'E3 2012. Mais là, on va s'intéresser à un nouvel aspect du titre, sa dimension multijoueur, jusque-là tenue secrète. Et c'est Dominique, producteur senior, qui va nous en parler. Ce dernier travaille chez Ubi depuis maintenant 14 ans, et il a touché un peu à tout, au jeu Batman, lorsqu'Ubi en détenait encore la licence, mais aussi à la série Splinter Cell. Sur cette E3, on a présenté notre multijoueur pour la première fois, ou une partie de notre multijoueur. Donc, on a démontré que même pendant que tu joues dans le monde ouvert de Watch Dogs, dans le mode solo, tu peux avoir des missions pour aller dans les parties de d'autres joueurs, aller hacker d'autres joueurs, ou d'autres joueurs peuvent venir te hacker pendant que tu fais tes missions avec Aiden. On y revient encore et toujours, ce multi intégré de façon transparente au solo est l'une des grosses tendances de cette E3. Pour nous, on voulait pas passer par des lobbies, on voulait surprendre le joueur pendant qu'il vit son expérience. Donc, en fait, ce qu'on démontre, c'est un joueur qui est en train de faire ses missions, qui est en train d'explorer la ville, et puis là, à un moment donné, il y a un avertissement, quelqu'un essaie de la hacker. Donc là, il faut qu'il essaie de retrouver cette personne-là avec ses outils, en utilisant les caméras dans la ville. Quand il le trouve, il peut décider de le tuer s'il veut, l'autre va essayer de se sauver. Donc, il y a vraiment un jeu de chaise-souris qui émerge de ça. Mais si jamais il se fait hacker, le hacker, il rajoute ce joueur-là dans son réseau de gens dans qui il a mis des virus. Et si tu veux sortir de son réseau, il va falloir que toi, tu réussisses à aller le hacker à nouveau dans sa partie. Donc, c'est vraiment un metagame, une autre boucle de jeu dans le single player de Watch Dogs. Alors ok, on voit clairement comment ça peut se passer lorsque quelqu'un essaye de nous hacker, mais comment fait-on pour aller hacker un autre joueur, concrètement? Laisse-moi te donner un aperçu de comment ça peut se passer. Donc, tu reçois un contrat, on te donne un contrat pour aller hacker une personne. Donc, tu dis, OK, parfait, j'accepte le contrat. Ben, il n'y a pas de chargement, rien. Poup, tu vois un point sur la map. C'est l'endroit où est cette personne-là. Donc, tu prends le véhicule, tu conduis jusque-là, tu arrives. Puis là, tu vois, ben, c'est pas un AI, c'est un joueur. Il est en train de faire ses missions, il est en train de jouer dans le monde. Et que là, oh, OK, c'est plus la même chose. Là. Tu sais pas comment il va agir, c'est pas prévisible. Tu vas le hacker, il n'y a aucun chargement. Puis si peut-être tu vas réussir à le hacker, peut-être pas. Mais si jamais tu réussis à te sauver ou tu réussis à le hacker ou il te tue, hop, tu continues, tu es dans ta partie, tu peux aller faire une mission avec Aiden tout de suite après. Donc, on change un petit peu les règles traditionnelles du multiplayer dans l'action-aventure avec ça. On imagine donc que les contrats qui nous sont envoyés dans notre partie sont générés à partir d'un moteur de matchmaking, histoire de ne pas se retrouver à affronter un Aiden aux capacités bien supérieures aux nôtres. Exactement, donc c'est du matchmaking et puis ça tient compte aussi de la notoriété de hacker du joueur. Donc ce qui va arriver, c'est que si tu vas hacker plusieurs joueurs ou si tu as beaucoup de contrats qui t'en vont espionner ou faire des actions sur d'autres joueurs, tu vas devenir de plus en plus reconnu comme étant un hacker puissant. Mais du coup, ça fait de toi une cible privilégiée aussi. Il y a beaucoup plus de gens qui peuvent être amenés à venir te hacker toi-même. Donc, si tu veux rester le meilleur hacker, il va falloir non seulement que tu ailles attaquer d'autres gens ou que tu ailles faire des contrats, mais il va aussi falloir que tu te défendes puis que tu te protèges. Ok, là on comprend mieux, reste un problème. Si on tente de hacker un autre joueur, ce dernier incarne comme nous Aiden Pierce, du coup on peut potentiellement trouver plusieurs Aiden Pierce dans une même partie. Ce qui est un peu étrange quand même. Non, il y a un seul Aiden Pierce dont on répond à cette question-là. Par contre, c'est vrai qu'on triche un petit peu. Si jamais toi tu joues Aiden, je joue Aiden, quand je vais venir dans ta partie, tu vas pas me voir sous la forme d'Aiden, tu vas me voir comme n'importe quel autre citoyen dans la ville. Donc si c'est une façon de jouer, il y a d'autres façons de jouer, mais je peux être rusé, je peux essayer de passer pour un AI. Ben, tu me reconnaîtras pas, je vais être comme n'importe quel autre citoyen de notre Chicago virtuel. Là, on pense évidemment à la série Assassin's Creed ainsi qu'à l'excellentissime jeu indé Hidden in Plain Sight.
Mais Watch Dogs mettra aussi à profit une application mobile téléchargeable gratuitement sur son smartphone ou sa tablette qui permettra à 2 joueurs d'interagir de concert afin, par exemple, d'échapper à la police. Le joueur ayant téléchargé l'appli Android ou iOS n'a pas besoin de posséder le jeu sur PC ou console pour l'utiliser. Il y a 2 modes de jeu principaux avec la tablette tactile. Je vais commencer par le mode coopératif, c'est celui qu'on a montré à la conférence. Donc en gros, n'importe quel joueur, à un moment donné, s'il vit des difficultés, par exemple, dans le cas de la démo, il y avait plein de policiers après lui, il était à un très haut niveau de recherche, ben, ce qu'il peut faire, c'est appeler à l'aide ses amis. Donc tous ses amis vont recevoir sur leur mobile, sur leur smartphone ou sur leur tablette une requête d'aide. Ils peuvent l'accepter. S'ils l'acceptent, donc à ce moment-là, ils voient sur leur tablette ou sur leur mobile la ville de Chicago d'une vue de haut. Puis là, il peut faire tous les hacks que Aiden pourrait faire à partir du sol, mais dans cette vue-là. Donc, par exemple, dans la démo, il a hacké l'hélicoptère de police pour l'empêcher de s'attaquer à Aiden. Il a hacké des bloqueurs routiers pour réussir à bloquer des voitures de police. Puis il peut aussi envoyer des messages directement à son ami en piratant les écrans digitaux dans la ville. Donc, ça, c'est tout un mode coopératif. Après, le joueur, il peut continuer son aventure solo. Mais il existe aussi un mode compétitif, typé Versus, jouable à l'aide de ses écrans annexes. J'ai la vue de haut de la ville, puis le joueur au sol, il y a des objectifs. Puis moi, il faut que j'essaie d'en empêcher. Donc, je contrôle l'hélicoptère de police, là, je mets mon doigt dessus, puis je peux le déplacer dans la ville. Je peux prendre les voitures de police puis les envoyer là où je veux pour essayer de prendre en souricière l'autre personne. Puis je peux faire toutes les hacks. Par exemple, je vais ouvrir un pont-levis pour l'empêcher de traverser la rivière ou je vais essayer de pirater les feux de circulation pour le prendre dans un accident. Donc, je vais essayer de l'empêcher de faire son objectif avec cette vue-là. Puis des habiletés qui sont parfois même encore plus puissantes que celles qu'Aiden peut faire à partir du sol. Le système de progression du joueur, en revanche, n'est pas partagé entre les 2 profils, ces derniers étant distincts. C'est effectivement 2 profils différents, donc il y a une progression spécifique aux compagnons. Le joueur va effectivement gagner de plus en plus d'habiletés de hacking, puis il peut aussi gagner des objets, des habiletés spéciales qu'il peut transférer à des joueurs dans la version, directement dans la version console ou PC, soit sur leurs propres joueurs ou sur ceux d'amis. Donc il y a vraiment une relation assez organique entre les 2 devices. Puis ce qui est important quand même de comprendre, c'est que tu n'es pas obligé d'être dans la même pièce. T'sais, c'est cool de faire ça avec son ami en partageant le même canapé, mais tu peux aussi être dans le métro, tu peux être au travail, prendre une petite pause de 10 minutes, aller faire une petite compétition de Watch Dogs avec ton ami qui est dans son salon. Si sur cette 3, les équipes Ubi ont révélé pas mal de choses quant au multi, tout n'a pas encore été dévoilé. A priori, le multi ne se limitera pas à du 2 contre 2 pour intégrer bien plus de joueurs, mais ça, il faudra encore attendre un peu avant de pouvoir en parler. Les développeurs ont également tenu à préciser qu'il ne sera pas nécessaire de jouer en ligne. Il est tout à fait possible de jouer sa partie solo offline sans être perturbé par les tentatives de hacking d'autres joueurs. Avec toutes ces infos, vous comprendrez qu'on a une nouvelle fois décidé de vous reparler de ce Watch Dogs dont les ambitions commencent à prendre une forme plus concrète. Alors c'est bon, maintenant Thierry, j'ai l'impression de tout savoir sur Watch Dogs, j'ai l'impression de savoir ce qu'ils ont à nous proposer. J'arrive à mesurer la puissance de l'expérience qui nous attend. Maintenant, il faut sortir le jeu. Exactement, il faut qu'on puisse le prendre en main parce que jusqu'à maintenant, tout ce qu'on a vu, ce sont des gens en train d'y jouer. On n'a jamais eu l'occasion, même sur cette E3, de prendre en main le jeu. Et en plus, ils nous ont pas encore tout dévoilé, sachant que le jeu sort tout début novembre, je crois, et devrait être disponible au launch day de la Xbox One et de la PS4, si tout va bien. Et donc, ils n'ont pas encore tout révélé. Par exemple, on n'en sait pas beaucoup sur le côté le multi-compétitif à plusieurs. Ils nous ont montré beaucoup de choses qui étaient de l'ordre du versus, que ce soit dans du versus in-game ou du versus ou du coop via les devices extérieurs, comme les tablettes tactiles ou les smartphones. Mais il y aura d'autres modes de jeu. Voilà, on attend encore d'en savoir un peu plus et surtout on aimerait bien le prendre en main. Et moi le seul truc qui me fait peur, je suis sûr que les systèmes vont être ultra bons, que ça va être très fun à jouer, qu'il va être magnifique sur PC et la prochaine génération de consoles, mais j'ai un peu peur pour l'histoire. Donc j'espère qu'ils vont un petit peu rebooster leur truc puisqu'ils ont un très très bel univers, ils ont un contexte qui est réellement intéressant, qui est novateur, qui peut permettre justement d'apporter de nouvelles mécaniques de jeu. Donc j'espère que l'univers et l'histoire derrière va pouvoir suivre parce qu'on ne sait toujours pas grand chose sur le personnage central et c'est clairement peut-être potentiellement un petit peu un problème. Une nouvelle fois le jeu vidéo c'est aussi des histoires, donc il faut qu'ils en racontent de bonnes. Ouais. Alors en parlant de bonnes histoires, on va se mater tout de suite. Il y a Aurélien qui a passé beaucoup de temps sur les derniers DLC de Borderlands 2, dont certains qui tuent avec des setups qui tuent. Là, il m'en a parlé vite fait, parce que moi j'ai arrêté
Moi, en règle générale, je fais le jeu et après, je fais les DLC, ça m'intéresse plus. Ça dépend des jeux. Je suis fatigué. On n'a surtout pas le temps. Ouais. Mais Aurélien, donc, il y a un die-hard fan des Borderlands, va nous parler tout de suite, mais avec ma voix. Tu sais, je reprécise, tu vois, avec ma voix, des derniers DLC de Borderlands 2. C'est parti. Depuis presque 9 mois, Gearbox nous a fourni généreusement en mise à jour et DLC pour pousser encore un peu plus loin l'aventure Borderlands 2. Et jusqu'ici, nous avons eu le droit à du satisfaisant, du décevant et du rassurant. Il nous tardait de savoir quel serait notre sentiment à propos du 4e et dernier DLC compris dans le Season Pass, attendu depuis 5 mois. Mais sa sortie a été précédée de quelques semaines par celle d'un nouveau personnage jouable, Krieg, le psycho sadique. Dans Borderlands, on est habitué à tirer sur des sadiques depuis notre plus jeune âge. C'était d'ailleurs les premiers ennemis que nous rencontrions. Désormais, nous contrôlons le plus fou d'entre eux. Enfin fou, il est tout à fait sain d'esprit. Il suffit de regarder le trailer de présentation qui lui est consacré pour le savoir. Mais disons plutôt que la liaison entre son cerveau et ses cordes vocales est salement altérée. Je voudrais le prévenir, lui dire de fuir, de pas rester là, de se cacher, pour que je sois pas obligé de le tuer. C'est ce que je voudrais lui dire. Mais dès que j'ouvre la bouche, c'est ça qui sort. Mon vélo en jambonneau brille de mille feux! Ce genre de phrase fait régulièrement irruption en cours de partie pour notre plus grand plaisir. Au-delà du background, ce que l'on attend d'un personnage de Borderlands, c'est sa compétence spéciale et l'arbre de talent qui va avec. Lorsque Krieg passe en mode furie, il oublie l'utilisation des armes à feu pour retrouver celle que tout bon sadique se doit de manier, la hache à lame circulaire. À ce moment-là, sa vitesse et la puissance de ses attaques au corps à corps est démultipliée. Et si un ennemi tombe sous nos coups répétés, ce qui par bonheur arrivera très souvent, notre jauge de vie se remplira instantanément et intégralement. Le malheur, c'est tellement beau. En ce qui concerne la spécialisation de Krieg via son arbre de compétences, nous aurons comme toujours 3 possibilités. La première branche de l'arbre soif de sang pourrait se résumer par plus je tue, mieux je tue. À chaque ennemi abattu, on gagne un cumul appelé soif de sang, un genre de combo de chaîne comme c'était le cas pour Gage, la nécromancienne. Ce cumul de bonus augmentera certaines statistiques pour infliger encore plus de dégâts plus rapidement. Le sang ne doit pas s'arrêter de couler. À terme, les ennemis tués exploseront et la puissance de l'explosion dépendra de la taille du combo précédant sa mort. La seconde, appelée folie, favorise clairement le corps à corps. Il faudra donc se jeter sans trop réfléchir au cœur de la mêlée. En effet, en activant les bonnes compétences, on sera plus résistant et subir des dégâts rechargera notre compétence. Et si jamais notre jauge de vie arrive à 0, il sera toujours possible de nous battre avec de la dynamite. Car ouais, cet arbre favorise aussi l'usage des armes explosives. D'ailleurs, si jamais nous venions à mourir, Krieg lâchera une dernière grenade pour l'honneur et un bonus d'expérience. Infernal, la dernière orientation possible, mise tout sur l'élémental. Infliger des dégâts de feu à ses ennemis, puis à terme n'importe quel autre effet de statut, nous enflammera, procurant ainsi toutes sortes de bonus tels que des dégâts au corps à corps ou par balle accrue, un pourcentage de vie récupéré pour tout dégât occasionné, ainsi qu'une résistance élevée aux dégâts. Une fois la branche complétée, il nous est possible de cracher du feu et envoyer des boules de feu auto-guidées lorsque nous recevons des dégâts. Je vais t'arracher les paupières, comme ça tu verras mieux. Globalement, Krieg se joue au centre de la bataille, recevant les dégâts comme autant de bonus pour que nous puissions mieux rendre les baffes par la suite. Il est défoulant à jouer, pas forcément super stratégique, mais c'est un genre de tank qui peut se révéler indispensable lors des combats, car sa puissance n'a d'égal que notre folie. Enfin, notre puissance n'a d'égal que sa folie. Enfin, bref, pour résumer, c'est en quelque sorte un genre de mage dans un corps d'orque, potentiellement puissant, véritablement destructeur. De la viande au kilo. Dans le 4e DLC du Season Pass, Tiny Tina et la forteresse du dragon, Tina a réuni les personnages de Borderlands 1 autour d'un plateau de jeu de rôle. Ces derniers jouent avec leurs pions, vos personnages de Borderlands 2. Bien, choisissez votre personnage. On a la mécromancienne, le commando, la sirène... La sirène. Prums, ma sirène elle s'appelle Brick et c'est la plus jolie. Une mise en abîme qui donne lieu in-game à des dialogues vraiment marrants, faisant référence à l'aventure principale de Borderlands 2 et donc potentiellement révélateur de points clés de l'intrigue. Bref, il y a du spoil. Brick, on n'écrase pas ses dés sur le plateau. T'as cassé la figurine de Tina. Oups. Tina est la maîtresse des jeux de cette aventure façon Donjons et Dragons, où il sera évidemment question de squelettes, de nains, de chevaliers de donjons et de dragons. Comme les règles sont dictées par Tina, que Tina doit avoir dans les 12 ans, et que comme tout enfant elle est plutôt instable, l'aventure s'écrit devant vous et évolue en fonction de son bon vouloir. Il fallait bien sûr comprendre, l'ambiance est sinistre.
Ainsi, le décor se transforme devant nos yeux. Les boss voient leur niveau de difficulté évoluer. Le level design change et des PNJ apparaissent devant nous lorsque ce n'est pas tout simplement des ennemis. Soudain, une horde de squelettes vous attaque. Ils vous tirent dessus. Sur ce point, le bestiaire a été complètement renouvelé pour coller au plus près à l'univers et la difficulté est véritablement présente. Il faudra au minimum être niveau 30 pour ne pas trépasser lors de la première rencontre. D'ailleurs, à part quelques combats de boss, il faudra privilégier le corps à corps, et c'est en cela que Zero l'assassin et Krieg le bourrin sont des personnages tout à fait adaptés, donnant à cette extension des airs plaisants de hack and slash. La quête principale est basique, et nous demande de retrouver une princesse, sûrement retenue par un sorcier maléfique en haut de la plus haute tour du plus haut château. Mais la narration et l'univers sont si travaillés, avec de nombreux détails très Donjons et Dragons, que c'est un véritable plaisir d'aller la chercher. Lors de cette aventure, seulement 3 quêtes annexes seront accessibles. Ce qui peut paraître déroutant au début est au final un choix bien aspiré de la part de Gearbox. En effet, les autres quêtes secondaires se débloquent après le générique de fin. Cela permet d'avoir un rythme de narration maîtrisé, sans se perdre dans des quêtes peu importantes et demandant de faire 50 allers-retours dans des niveaux parfois labyrinthiques. Un niveau en particulier, le cachot, nous fait ressentir le besoin de la présence d'une carte en 3 dimensions, car avec le système de cartes 2D actuellement disponible dans Borderlands, il est parfois tout simplement impossible de savoir par où passer pour atteindre son objectif. Gearbox a fait globalement du bon boulot, que ce soit pour Gage ou Krieg, qui viennent offrir de nouvelles manières d'appréhender le jeu, ou pour les DLC. Je vais t'ouvrir les veines avec mes dents. Le Season Pass est une solution relativement intéressante pour ceux qui ont arpenté les terres de Pandore de nombreuses heures et qui en ont fait le tour, et ce malgré le New Game Plus et le New Game Plus 2. Car même si le second DLC est vraiment anecdotique, les 3 autres offrent leurs moments souvent drôles et parfois épiques et prenants. En attendant une annonce d'un Borderlands 3, nous continuerons donc à looter violemment sur Pandore dans le sang, les cris et le plaisir. Dis-lui merci maintenant, et dis-lui aussi que grâce à elle, on pourra peut-être un jour, qui sait, agir de nouveau comme quelqu'un de normal. J'ai mis une perruque à mon cacatoès pour le massacre. C'était presque pareil. Bon là, on s'est quand même mangé un paquet de contenu, un paquet d'interviews, un paquet de news, beaucoup de jeux 18+. Ouais. Je crois qu'il est temps. Hein. Alors attends, est-ce que c'est un 3 minutes pas plus ou pas? C'est un 3 minutes pas plus. D'accord. Est-ce que c'est un RPG, c'est ça la question? Ouais. Non, ce n'est pas un RPG. D'accord. D'accord, ok. Vas-y, dis-moi c'est quoi là? Ça s'appelle Storm. D'accord. Et c'est bien? C'est plutôt bien, on va voir ça tout de suite. D'accord. Mais c'est pas un RPG. D'accord. Si j'avais trouvé un RPG, ça aurait été un RPG. Mais il n'y en a plus des RPG, ça n'existe plus. Développé par le studio français Echo Software, Storm est sorti mi-juin sur le PSN et Xbox Live Arcade via IndiePub et Namco Bandai Games et fin juin sur Steam grâce à l'éditeur français Neko Entertainment. Storm se présente comme un puzzle game physique et onérique où l'on contrôle de manière indirecte une graine dans des niveaux 2D à l'aide des forces de la nature. Notre graine apparaît d'abord sur un arbre et l'objectif consiste à la faire rouler à travers l'environnement grâce au vent, la foudre ou encore la pluie pour la mener jusqu'à un terrain fertile. Là, elle se plantera automatiquement pour donner naissance à un autre arbre qui fait en quelque sorte office de checkpoint. Le principe du jeu est très simple. La pluie permet de remplir des trous et de faire flotter des branches mortes ou des morceaux de bois, le vent permet de pousser la graine dans la direction souhaitée, et la foudre peut lui donner une petite impulsion bien utile pour lui faire franchir un obstacle. Chaque pouvoir mettra un certain temps à se recharger, sachant qu'il sera rapidement possible d'activer un même pouvoir plusieurs fois pour en renforcer l'effet. Utiliser 2 fois de suite la pluie crée ainsi un petit torrent balayant tout sur son chemin, tandis qu'un double éclair peut servir à détruire certains éléments du décor. Le principe du jeu étant très simple, les développeurs ont sans doute pensé qu'ils pouvaient limiter les informations données aux joueurs au strict minimum, ce qui est une erreur. Il m'est ainsi arrivé d'être bloqué dans le jeu tout simplement parce qu'une de ses mécaniques essentielles n'était expliquée que dans le menu conseil. Sachez donc qu'il est possible de faire réapparaître sa graine dans le dernier arbre créé en maintenant le bouton B appuyé. Storm aurait été bien plus zen et facile à prendre en main si l'ergonomie et l'interface du jeu avaient été plus travaillées. Il n'en reste pas moins très sympa grâce à des graphismes soignés et des puzzles bien tordus. Une 50aine de niveaux sont proposés répartis sur 4 saisons, printemps, été, automne et hiver. Chaque saison apportant de nouveaux pouvoirs pour porter leur total à 7, ces derniers pouvant et devant être combinés de manière pertinente. 3 modes de jeu distincts sont également présents, aventure, esprit et défi, afin de refaire les niveaux différemment. Storm dispose ainsi d'une bonne durée de vie et parvient du coup à justifier un prix, 10 €, que l'on pourrait juger un peu élevé. D'autant plus que son gameplay, même s'il fonctionne bien à l'aide d'une manette ou d'une souris, semble parfaitement adapté aux tablettes tactiles et autres smartphones, plateformes sur lesquelles le prix d'un jeu excède rarement les 3 €.
Ok, on s'est bien détendu, Thierry. Il est l'heure de se retendre avec un showtime. Alors, je vous avoue, parce que No Life, c'est avant tout la transparence. Hein, on aime bien dire qu'on est transparent. C'est tout des coulisses. Donc, là, je vous avoue, alors là, à l'heure qu'il est, là, on tourne tard hein, dans la semaine, tu vois, on n'a pas beaucoup de temps. On est vraiment sous l'eau avec toutes les news, tout le traitement E3 qu'on a eu à faire, entre autres, en plus des plein d'autres trucs qu'on a eu à faire. Donc, pour l'instant, je sais pas ce que ça va être. Je sais pas ce que ça va être. Peut-être ça va être épique, peut-être ça va être bizarre, peut-être ça va être les deux. Je sais pas encore, mais en tout cas, je vous avais promis un showtime. Eh ben, il arrive, il est là. Tout de suite, showtime. Parce qu'il est important de varier les kiffs, pour le showtime de ce mois-ci, j'ai décidé d'aborder un nouveau genre qui, j'en suis sûr, fera plaisir à Thierry. Le party game, comme avec Mario, tout ça. Seulement ici, on incarne de pimpantes héroïnes issues d'une licence que les connoisseurs connaissent bien, Viper. Viper Paradise est donc un party game, ou party game, comme j'aime le prononcer, au principe familier, puisqu'on y jette des dés, d'où le nom, on avance sur un plateau, on tombe sur des cases, et en règle générale, il se passe quelque chose. Pour l'anecdote, Viper Paradise est sorti en 2002 et fait partie des derniers jeux développés par Sogna, un studio japonais. Mais dans la mesure où ça relève de l'anecdote, j'imagine que vous en avez rien à foutre. Concrètement, on collectionne des cartes, dont certaines utilisables, comme des doubles ou des triple D, et on essaye de monétiser un max, tout en achetant des petits clips vidéo dont les numéros correspondent à des cases sur une grille. Un petit délire motus donc, sur un plateau plutôt spécial en termes d'environnement, avec des bouts de femmes dans des situations complètement suggestives. Là par exemple, on comprend clairement que ces deux bouches viennent de s'inscrire dans un processus de snowball, ou boule de neige, pour les amoureux des langues françaises. Alors c'est marrant, il y a des boobs, doit y avoir 2-3 Yamete Kudasai si on fait gaffe, mais malheureusement, les vidéos censées se débloquer au fil du jeu ne passent pas sur ma machine. Des vidéos qui retracent d'une certaine manière les péripéties de nos héroïnes à travers la série. Et vous avouerez que c'est dommage pour le dernier showtime de la saison de se contenter de quelques sprites vaguement stimulants. J'ai donc fait appel à mon réseau de hackers de No Life, principalement composé de Cyril Lambin, pour qu'il craque les matrices et autres firewalls afin de profiter pleinement de tout ce que ce party game a à nous offrir. Je vous laisse donc, comme d'habitude, avec les moments les plus lumineux de mon aventure. Attention toutefois, certains passages sont carrément salés. De manière Alex, il peut rien me dire. Vous avez vu le 101% du vendredi avec Lloyd Kaufman? Un animal le mec. Il y a 19h, hein, on a diffusé ça. 何するの？一緒に気持ちよくなりましょう。やめて！緊張してる？Ouais, non, là je vais avoir des problèmes. On se retrouve le mois prochain. Ah bah non, je suis con. Alors voilà, bah justement, je profite du fait qu'on vient juste de voir Showtime en fait, pour parler vite fait des Babes du salon, comme vous ou savez. L'absence de Babes. Ou l'absence plutôt de Babes. Moi j'adore les hôtesses, j'adore les belles femmes, j'adore les femmes même d'une manière générale. Et donc ces 2 dernières années, on vous ramenait des montages avec des Babes, dont certains qui appartenaient même pas au salon, qui étaient dehors, qu'on les trouvait. Ouais, t'es jolie, attends, laisse-nous filmer. Et en fait, cette année, mais vous avez dû le lire ou le voir à droite à gauche, il n'y en avait pratiquement pas. Alors, d'une certaine manière, j'ai l'impression qu'il y a quand même une loi, une règle qui fait quand t'as des bons jeux, ou quand t'as beaucoup de jeux. Peut-être qu'on les a pas vus. Elles étaient là, mais on les a pas vus. Parce qu'on était là sur Titanfall, sur Destiny, etc. Mais même du point de vue des éditeurs, j'ai l'impression que plus t'as des choses intéressantes à montrer, moins t'as besoin de recourir à des artifices. Ça, c'est un bon indice. Donc du coup, les salons, enfin les éditions où il y avait le plus de Babes, c'était les E3 les plus pourris. C'est pas faux. J'ai l'impression, tu vois. Ouais. J'ai l'impression, là, en l'occurrence, il y avait gavade de jeux, donc évidemment, on était contents, nous. Enfin, je veux dire, on va pas là-bas pour voir des belles filles. Les belles filles, il y en a en France. Hein. Donc on était contents, mais j'ai l'impression qu'il y a un lien. Voilà. Donc, il y aura pas de montage Babes, évidemment, cette année. Mais soyez pas tristes pour moi. Enfin, je veux dire, j'en vois déjà qui disent « Oh, pauvre Médoc ». Non, j'ai vu des jolies Californiennes. J'ai vu des Californiennes magnifiques. Il n'y a aucun problème. J'étais comme, mais rien qu'à l'hôtel où on était, il y avait les 2 sœurs de Latina. Elles avaient des bods. Elles avaient des bods, parce que c'est comme ça qu'on appelle ça, ou des baddies. Voilà, mais avec des yeux, avec des Sharingan dedans.
C'est-à-dire que tu les regardes, t'es dans un genjutsu en fait. Donc non, et puis des Californiens, de la blonde, de la brunette, de la tout, des magnifiques, avec une belle dentition, des... Au final, là, notre montage, tu vois, genre avec tout ce que tu racontes, je pense que les gens se font leur montage dans la tête, et puis là, c'est parti, c'est comme si on avait notre sujet habituel. Voilà, enfin bref, ne soyez pas tristes pour moi, j'ai vu des femmes magnifiques, et je continue d'en voir encore en France, donc je suis content. Et de toute façon, si vous êtes triste, il y a une possibilité, hein, c'est de se calmer en tuant des zombies, et pour ça, il y a des jeux qui sont parfaits. Et par exemple, State of Decay, dont on va voir tout de suite la critique. Non, ce n'est pas la peine de nous mentir. On sait bien que depuis votre premier film avec des zombies dedans, vous ne rêvez secrètement que d'une chose. Rentrer du boulot comme tous les jours, mettre les infos et tomber sur l'alerte événement du siècle. Ça y est, les médias l'annoncent, c'est la pandémie. We're screwed! We're screwed! Les hôpitaux sont dépassés, un virus ultra contagieux tue et transforme les contaminés en cannibales fous. Vous jetez un œil par la fenêtre et contemplez le chaos. Dehors, c'est les cris, la panique, la peur, le sang. Et au milieu de cette hystérie, il y a vous, pris d'une étrange poussée d'adrénaline. Bon, ok, ce n'est pas non plus que vous voudriez que ce genre de scénario arrive, mais avec tout ce que vous avez ingurgité de comics, de jeux vidéo et de littérature zombiesque, vous vous dites que vous êtes paré, que vous auriez peut-être vos chances de survie dans ce type de catastrophe. Toute cette culture mort-vivante vous a en effet appris une chose cruciale. Un zombie, ça va, c'est quand ils sont en horde que ça fait des problèmes. À vous, on ne la fait pas. Vous voyez les choses à long terme. Vous êtes au courant que la vraie difficulté lors d'un zombie outbreak, c'est pas les zombies, mais ce qui vient après. C'est-à-dire l'entretien de la base, la gestion des ressources et des tensions dans une période de crise extrême. Et vos petits yeux pétillants ne mentent pas. Ils nous disent que votre envie de jouer à un jeu qui traite de cet aspect de la survie ne date pas d'hier. Tandis que les possesseurs de PS3 s'éclatent sur la dernière production de Naughty Dog, les autres, eux, sont toujours à la recherche de leur jeu de survie en territoire zombie. Le jeu de survie ultime, celui qui répondra à la question « À quoi ressemblerait le quotidien d'une communauté de survivants après une pandémie ?» Heureusement pour nous, les développeurs de Undead Labs ont eux aussi été bercés au film de Romero. Cela fait maintenant 2 semaines que les morts reviennent sur Terre. N'y a-t-il plus de place en enfer? Est-ce dû à la chute d'un mystérieux météore? Personne ne connaît les raisons de cette invasion zombie. À vrai dire, personne n'a vraiment le temps de s'en préoccuper. Le fait est que depuis une quinzaine de jours, c'est le blackout total. Chaînes de télévision et autres médias ont tour à tour cessé d'émettre, et notre précieuse civilisation n'est déjà plus qu'un souvenir flou. Mais tout le monde ne s'est pas fait contaminer, du moins pas encore. Des communautés de survivants subsistent ça et là et tentent tant bien que mal de s'entraider. La communauté qui nous intéresse a établi sa base dans le fin fond des États-Unis et essaye de s'agrandir en recrutant chaque jour de nouveaux membres. Dans State of Decay, l'histoire ne se focalise pas sur un personnage en particulier, il n'y a pas de héros, ni vraiment de personnage central, que des survivants qui vont et qui viennent, qui vivent et qui meurent. Car ici, la mort est fréquente et surtout, elle est permanente. Comment fait-on ses courses lorsque l'épicier du coin est devenu un mort-vivant? Réponse, en allant se servir chez les voisins, qui eux aussi sont devenus des morts-vivants. Avoir une base fortifiée est un bon début, mais ce n'est pas en restant les bras croisés derrière ces barricades que l'on nourrit les siens, d'où la nécessité d'avoir des vadrouilleurs. Les vadrouilleurs, c'est vous, c'est-à-dire tous les membres de la communauté chargés de partir en mission pour trouver vivres, médicaments et matières premières susceptibles d'améliorer le confort du groupe. À la manière de Glenn dans The Walking Dead, vous êtes invité à sortir le plus souvent possible de la base pour aller fouiller dans les maisons aux alentours. Problème, dans State of Decay, comme dans la vraie vie, les ressources sont limitées et ne réapparaissent pas comme par magie. En clair, si vous arrivez à dénicher de la nourriture dans le frigo de vos voisins, celle-ci disparaîtra pour toujours et il faudra en chercher ailleurs la prochaine fois. Deuxième problème, comme dans la vraie vie, les survivants ne sont que des humains. Leur endurance a ses limites et les faire porter un sac rempli de matériaux divers les ralentit dans leurs mouvements. Ce qui les rend moins aptes à éviter le troisième problème, les zombies. Ok, vous avez bien un 9 mm et une dizaine de munitions dans vos poches, mais mieux vaudrait ne pas utiliser d'armes à feu, on ne sait jamais. Les morts peuvent en effet vous repérer au son. Il est donc préférable de fouiller les maisons en silence, même si cela prend plus de temps, et d'opter pour une approche furtive lorsqu'il faut en venir aux mains. Seuls, les zombies sont faibles, mais la moindre détonation ou vitre brisée peut potentiellement alerter une horde à proximité, et là, tout peut très vite basculer.
Voilà pourquoi il est conseillé d'opter pour une arme blanche, moins efficace et cassable certes, mais nettement plus silencieuse. Et puis dans la ville, il est assez facile de trouver de quoi trancher, pulvériser ou décapiter du zombie. Notez quand même que partir à l'aventure est épuisant. Après avoir vadrouillé trop longtemps, votre personnage fatigue et devient moins résistant. Il est alors temps de le faire rentrer à la base pour qu'il puisse y déposer son butin et se reposer. À ce moment-là, vous pouvez alors switcher avec un autre perso ou bien vous occuper de la gestion de la communauté. Votre but est évidemment de la satisfaire et l'état de son moral est indiqué par une barre visible en haut à gauche. Si vos troupes sont démoralisées, il est probable que certains membres vous quitteront sans sommation. Il faut donc veiller à garder tout le monde de bonne humeur en faisant en sorte qu'il ne manque de rien. Parfois, des conflits éclatent et c'est à vous de jouer les médiateurs avant que la situation ne s'envenime. De même, il arrive que d'autres vadrouilleurs se fassent prendre au piège lors de leurs escapades et soient portés disparus. Si vous ne faites rien pour les aider, vous risquez de les voir mourir et au final, avoir une communauté affaiblie, mais rien ne vous empêche de vaquer à vos occupations et de les laisser se débrouiller. Petit calcul pragmatique. Un membre en moins, c'est un travailleur de perdu, mais c'est aussi une bouche de moins à nourrir et moins de ressources à aller chercher chaque jour pour assurer la survie du groupe. À vous donc de trouver votre équilibre. Enfin, améliorer la base est essentiel pour votre confort et celui de la communauté. Par exemple, construire une tour de guet élargira votre périmètre de sécurité et permettra au groupe de limiter les invasions. Avec un atelier, les survivants pourront réparer leurs armes et préparer des explosifs de fortune. Seulement, chaque poste prend un emplacement dans la base et ces emplacements ne sont pas illimités. Au final, il faudra faire un choix entre avoir une cuisine suréquipée, plus de place pour stocker ses réserves ou de lits pour dormir. Inévitablement, votre communauté sera un jour trop à l'étroit dans sa base et il sera temps de trouver un autre endroit pour loger tout le monde. Us freeloaders have to stick together. Ce qu'il y a de bien avec les critiques, c'est que vous avez l'image. Du coup, on n'est pas obligé de s'étaler sur les défauts techniques des jeux. Alors oui, State of Decay est totalement à la ramasse. Cet aspect rebutera sans doute les plus pointilleux d'entre vous qui y verront un jeu truffé de bugs et pas spécialement joli. Seulement, une fois passé le choc des premières minutes, la magie se met lentement mais sûrement en place. Il y a toujours quelque chose à faire dans State of Decay. Aller sauver un camarade en détresse, chercher des matériaux spéciaux pour améliorer sa base, trouver de la nourriture car elle commence à manquer, on oublie presque de faire les missions qui font avancer le scénario. La pression est permanente, persistante même, avec des événements qui peuvent se produire entre deux sessions de jeu. Jusqu'à une très récente mise à jour, vous pouviez même avoir la mauvaise surprise d'allumer votre console et de découvrir qu'un de vos personnages était décédé. Mettre en place un système de mort permanente est en effet une bonne idée, mais une idée à double tranchant. Voir le personnage dont on a amélioré à fond toutes les stats se faire submerger par une vague incessante de zombies a quelque chose de déchirant. Mais c'est la fin du monde après tout, et le jeu est réaliste de ce côté-là. Tout comme il est réaliste lors des phases de nuit où la luminosité est au plus bas et que l'on doit éclairer son chemin au moyen d'une lampe torche au faisceau faiblard. Dans State of Decay, quelques dilemmes viendront mettre à l'épreuve votre sens de la morale. Faut-il par exemple tenter de soigner désespérément un membre de votre groupe atteint de la peste noire, ou faut-il l'exécuter de façon préventive? On regrette cependant que certaines conséquences ne soient qu'à sens unique et n'exploitent pas de façon efficace les thématiques de la folie humaine et de la trahison inhérente au genre zombie. Jamais les communautés voisines ne prendront les armes contre vous, et vous pourrez toujours accepter un nouveau survivant dans votre équipe sans craindre qu'il sabote votre base et disparaisse sans laisser d'adresse. En gros, tout le monde est gentil et il n'y a jamais de mauvaise surprise. La plus grosse déception reste toutefois l'absence d'un mode multijoueur qui aurait tellement bien pu s'intégrer dans le jeu. En fait, au fil des heures, un sentiment se fait de plus en plus sentir, State of Decay souffre de sa trop grande ambition. Le jeu est bourré de bonnes idées et se base sur un concept dont les fans de zombies ont toujours rêvé, mais on sent que les limites du budget ont dû forcer l'équipe d'Undead Labs à voir leur ambition à la baisse. Cela se ressent dans l'IA défaillante des zombies, dans la pauvreté des scripts et encore une fois dans l'absence de multi. Pour autant, il ne faut pas oublier que State of Decay est un jeu à petit budget et que cela ne l'empêche pas d'avoir une durée de vie supérieure à certains titres que l'on paie au prix fort. De notre côté, on a apprécié chacune des heures que l'on a passées dessus et on le conseille à tous les amoureux de zombies. State of Decay est un jeu qui a certes beaucoup de défauts, mais qui mérite amplement le succès qui lui est dû. Il n'y a plus qu'à espérer que sa suite ne soit pas bridée par les mêmes limitations budgétaires. Ok, bah voilà, c'est la fin de ce classé 18+, d'anthologie spéciale E3. Ah ouais, massif, avec un même. max de contenu. Ah ouais, tu m'étonnes. Et on vous annonce déjà que le prochain, donc, qui aura lieu en septembre, après la pause estivale, donc déjà, bonnes vacances à tous. Et bah le prochain, il sera tout aussi énorme, avec potentiellement, on devrait avoir du GTA V, pas forcément la critique, mais on va en parler de GTA V. Et normalement, on aurait
on devrait pouvoir du y avoir Killer joué is d'ici là. Dead. Killer is Dead, Du Splinter Cell Blacklist, Splinter Cell, du Wolfenstein. The Bureau XCOM Declassified. Aussi, ouais, putain. Il y a un Ça va max être de massif. titres. Un max Ça va de être titres. massif. Et plus, évidemment, on aura des informations tombées lors de la Gamesco. Donc, ouais, il va y avoir un maximum de choses. Ouais, c'est bien, c'est bien. Donc, préparez-vous. Et en attendant, passez d'excellentes vacances. Salut tout le monde.